Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui voir l'histoire des chars pendant la Première Guerre mondiale. Pour commencer, l'idée de se protéger des tirs ennemis ne remonte pas de la Première Guerre mondiale, mais plutôt de l'Antiquité. En effet, les stratèges militaires ont eu très tôt l'idée de protéger les hommes des tirs ennemis derrière des armes mobiles. Les Grecs, alors, ce que l'on nomme les Lépolis, qui sont des tours de siège. Les archers assyriens employaient eux aussi des protections mobiles ainsi que des engins de siège. Avant 1914, les véhicules tout-terrain avaient déjà été imaginés, mais c'est pendant la Première Guerre mondiale vraiment que les tanks vont émerger. En 1914, le colonel de l'armée française, Jean-Baptiste Eugène Estienne, va affirmer que la victoire appartient à celui des deux belligérants, qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur un véhicule capable de se mouvoir en tout-terrain. Les Français testent plusieurs prototypes en 1915, mais ils se montrent très lents et très peu maniables, malgré le fait qu'ils dégagent le terrain des barbelés. Ils testent ensuite des châssis américains qui se montrent beaucoup plus efficaces. Le 12 décembre 1915, Estienne présente à l'état-major un projet qui vise à mettre sur pied une force blindée équipée d'engins à chenilles. Le projet est validé et Joseph Joffre ordonne la production de 400 tanks Schneider CA1 qui était à l'époque ce que l'on produisait de mieux. En avril 1916, 400 autres tanks Saint-Chamond sont commandés. L'entreprise Schneider a néanmoins des difficultés monstres à livrer ces tanks dans les délais de production. Du côté britannique, la Royal Navy et le Lancashire comité de chars en français, acceptent après plusieurs essais de favoriser les tests de tracteurs blindés. Dans la même année de 1915, Churchill ordonne la production de 18 chars expérimentaux. Mais ces essais sont abandonnés. Les chenilles qui sont alors testées sont trop lourdes et pas assez puissantes. Et les roues qui sont testées sur d'autres engins sont trop larges et trop fragiles. Devant ces échecs, les chars massifs sont abandonnés. Les Britanniques testent alors de nouveaux chars plus légers. Après plusieurs échecs, les Britanniques testent le Lytle Willy le 3 décembre 1915, qui met l'accent sur de nouveaux modèles de chenilles plus puissantes. Ils changent ensuite la forme du tank pour que le prototype suivant, étant alors connu sous le nom de Centipede ou Mauser, inaugure les tanks Big Willy. C'est effectué en janvier 1916 sont cette fois concluants et le War Office commande alors 100 unités destinées à aller en France. Les premiers chars britanniques sont ainsi nés. Les Britanniques, plus que les Français, sont convaincus de l'utilité de ces tanks. Ils veulent alors tenter de garder secret ces chars, ils les nomment alors tanks et pas Landship. Leur stratégie est alors très simple. Il s'agit en fait d'accumuler des tanks en France pour pouvoir les utiliser massivement contre les Allemands, sans que ceux-ci en aient vent. Le général Douglas Haig, qui commande alors les forces britanniques en France, veut absolument gagner du terrain lors de la bataille de la Somme. Il souhaite alors 60 tanks parmi les tanks disponibles. 21 tanks seront seulement finalement engagés. Les avances seront de 3 km, ce qui n'est pas mal. Les Anglais s'emparent alors de Courcelette. En fait, ce sont plutôt les Canadiens qui s'emparent de cette ville. Et Hydewood tombe enfin. Mais en forêt, les chars sont totalement inefficaces. De plus, le système de défense allemand est très efficace. Après 10 jours de combat, plus de la moitié des tanks engagés sont alors hors de combat. La performance des tanks est alors décevante. Ils sont trop dispersés, le terrain n'est pas adéquat. De plus, les états-majors commencent à s'en méfier. Les Allemands ont mis au point un projectile qui vise à détruire les tanks, les Français aussi ont eu des expériences assez peu concluantes. C'est à ce moment-là que les Allemands concluent que l'artillerie l'emporte sur les chars d'assaut, ce qui va leur coûter cher dans la guerre. Pour savoir ça, allez voir ma vidéo sur les raisons des défaites allemandes. Ces résultats sont à nuancer par la bataille de Cambrai, qui montre de meilleurs résultats pour les chars qui sont alors concentrés. Après plusieurs offensives peu concluantes voire catastrophiques en 1917, dont l'assaut des Chemins des Dames, les Britanniques préparent alors une offensive sur Messine.
Elle engage 75 chars de type Mark IV qui sont cette fois pour mission de soutenir l'infanterie et non plus d'opérer la percée eux-mêmes. Ça marche à merveille, pratiquement tous les objectifs ont été tenus et on a désormais plus confiance en les tanks. Et on songe également à leur donner une mission principale lors de l'offensive de Chambray qui est plus ou moins une réussite, bien que beaucoup de chars se soient embourbés. Les Français donnent également la préférence aux chars légers de Renault, Berley et Schneider. Le char lourd Saint-Chamond est lent et peu maniable, mais il n'est pas abandonné pour autant. Les chars français rencontrent leur premier grand succès à Villers-Cotterêts, durant la seconde offensive de la Marne. En août 1918, c'est 500 chars qui arrivent sur le front tous les mois. Ils viennent tout juste de sortir de l'usine. De grandes offensives sont menées, les Allemands reculent de 15 km d'un coup. Ils se rendent par milliers ou fuient. À la fin de la Grande Guerre, les chars commencent à dominer les champs de bataille, jouant aussi un grand rôle dans les diverses offensives. Les Français auront produit plus de 4100 chars durant toute la guerre, les Britanniques 2500. Plus tard, des Allemands revanchards vont étudier les raisons de la défaite de 1918. Ils vont se rendre compte de toute l'importance des chars et surtout des unités blindées. Retenant des erreurs du passé, les Allemands préparent ainsi leur revanche. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Donnez-moi votre avis en commentaire et à la prochaine.